Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. 20h, le sommaire de votre édition d'information. Affaires judiciaires, 2 dossiers, 2 renvois. Alboury Ndao et Aïda Ndiongue reviennent à la barre respectivement le 23 et le 15 avril prochain. 2 renvois, une relaxe de l'expert comptable réclamée par le parquet et une demande de liberté provisoire refusée pour Aïda Ndiongue. Hausse sur les tarifs des appels internationaux entrant. Les opérateurs risquent d'être déçus car les Sénégalais de l'extérieur utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux. Parole d'un spécialiste des télécommunications. Et pour les consuméristes, l'État doit faire cesser le racket. Les citoyens ne doivent pas être la vache à lait des opérateurs. Ministère de la gouvernance locale, un incendie ravage le bureau du ministre des dégâts matériels. À l'origine de l'incident, selon ses collaborateurs, peut-être un court-circuit, piste non confirmée par les sapeurs-pompiers et la police qui était sur place. Une enquête est ouverte. Indigestion, intoxication alimentaire. Pensons à la quantité des aliments que nous consommons, quantité mais aussi qualité pour protéger notre organisme. Attention au surplus alimentaire, les conseils des spécialistes dans le dossier du jour, signé Mame Biram Diouf. L'invité de cette édition, Souleymane Jules Diop, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, naturellement pour parler de nos compatriotes vivant à l'étranger, mais aussi les derniers développements sur l'affaire des 3 jeunes femmes sénégalaises décédées au royaume chérifien. La suite, tout de suite. Bonsoir, merci de nous accueillir à Montreux, à la dalle d'une maison occupée par des jeunes talibés. Ça fait effet de blesser les victimes. Un jeune enfant talibé de 7-8 ans touché à la tête et un bébé de 3 mois qui s'en tire avec des égratignures. Selon des témoins, la maison était dans un état de délabrement très avancé, au minimum 26 ans d'existence. Nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant justice au tribunal de Dakar. Le dossier de Karim Wade et Alboury Ndao revient à la barre le 23 avril prochain sur demande de la défense. Une affaire aussi reportée, celle d'Aïda Ndiongue. Sa demande de liberté provisoire rejetée. La responsable libérale sera devant le juge le 15 avril. Compte rendu de 2 audiences. Aminata Mbaresso. C'est le 2e renvoi du procès d'Aïda Ndiongue et ses coprévenus. Le 15 avril, nouvelle date retenue pour la tenue d'une audience spéciale. Maître Mbaye Jacques Ndiaye, un des avocats d'Aïda Ndiongue, revient sur les motifs du renvoi. C'est une audience, un procès qui risque de prendre du temps. Et donc à la date du 15 avril, nous serons seuls dans une salle et nous pourrons plaider cette affaire durant tout le temps qui est nécessaire. Le juge a par ailleurs rejeté la demande de liberté provisoire demandée par les avocats d'Aïda Ndiongue et leurs co-prévenus. Nous, ce n'est pas la demande de mise en liberté provisoire qui nous intéresse précisément. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à démontrer que notre cliente Aïda Ndiongue est innocente, qu'elle n'est pas du tout coupable des faits qui lui sont reprochés. Et je pense que le procès qui va s'ouvrir le 15 avril nous permettra certainement d'apporter tous les éléments qui peuvent tendre à la disculper. Le différend Alboury Ndao Karim Wade, autre affaire renvoyée au 23 avril sur demande de la défense. Les raisons évoquées, l'absence des autres avocats de la défense. Tout de même, le parquet a plaidé pour la relaxe pure et simple de l'expert comptable Alboury Ndao. Pour le procureur, les avocats de Karim Wade n'ont jamais apporté des documents qui contredisent le document de l'expert comptable. Il n'y a donc pas tentative d'escroquerie ni d'altération d'écriture. Débat sur la réduction du mandat présidentiel. Que du temps perdu et une preuve de l'incompétence du régime en place. C'est une responsable libérale qui parle. Pour Aïda Mbodji, cette incompétence sera sanctionnée aux prochaines élections car elle reste convaincue que Macky Sall ne sera pas réélu. Aïda Mbodji que nous écoutons avec Salimata Oussek et Thierno Laurent Mendy. C'est le président qui s'était engagé, c'est à lui de trancher le débat. C'est un aveu de taille par rapport à leur incompétence et au fait qu'ils aient pris conscience du fait qu'ils n'ont rien fait dans ce pays et qu'ils ne s'attendent pas à être reconduits. Aïda Mbodji prenait part à la 7e conférence des présidents d'Assemblée nationale, section Afrique, une rencontre avec au cœur des échanges la lutte contre le terrorisme et la pauvreté avec un état des lieux et des stratégies pour faire face. Une rencontre de 3 jours avec une présence remarquée de beaucoup de présidents d'Assemblée. Le compte rendu est signé Salimata Oussek, Thierno Laurent Mendy. L'Assemblée parlementaire francophone a pour objectif de promouvoir la démocratie, l'état de droit et les droits de la personne. En cette 7e conférence, 2 thèmes principaux seront discutés. La crise économique mondiale et les programmes de développement pour faire face à la crise
d'une part, et d'autre part, les phénomènes de notre temps, dont le djihadisme et le terrorisme. Le terrorisme, une menace pour l'Afrique après les multiples attaques des islamistes radicaux, d'où l'importance de cette conférence. C'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire que ce n'est pas deux armées face à face, c'est simplement si vous voulez, des terroristes qui sont là, et ils peuvent aller à moto, ils peuvent aller à pied, ils s'attaquent à tout le monde, n'importe où. L'expérience qui se déroule actuellement au Mali et dans les pays voisins du Mali, comme le Niger, menace aussi l'ensemble des pays africains. Selon Moustapha Niasse, la rencontre peut être fructueuse, car d'autres thèmes comme l'emploi des jeunes vont être évoqués. Ces résolutions vont porter également sur la mise en synergie des ressources naturelles des pays africains qui, de plus en plus, nous le souhaitons, vont faire l'objet d'une transformation sur place pour créer des emplois pour les jeunes, diffuser de la formation et distribuer la maîtrise des données scientifiques. L'Assemblée se tiendra pendant 3 jours. Des résolutions vont être adoptées, mais aussi des recommandations. L'Assemblée parlementaire francophone veut ainsi contribuer au développement et à la connaissance réciproque des cultures. Salimata Oussek, hausse sur les tarifs des appels internationaux entrants, spécialiste des télécommunications et consumériste, à chacun sa lecture. Le directeur des postes et télécommunications minimise son impact pour une raison très simple. Les Sénégalais de l'extérieur utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux pour communiquer. Pour Momandao, impact ou pas, les opérateurs de téléphonie vivent sur le dos des Sénégalais, alors des mesures s'imposent. Fatima Taba Djibi Diallo. Les Sénégalais de l'extérieur paient cher pour pouvoir communiquer avec leur famille. Une hausse est notée sur les tarifs des appels internationaux entrants depuis ce mercredi. Un fait diversement apprécié. On donne aux appels internationaux aujourd'hui une importance qui, à mon avis, n'en est pas. D'abord, parce que les réseaux sociaux sont là. Si vous augmentez les tarifs, irrémédiablement, le volume va baisser, la fraude va augmenter, et à ce moment-là, vous vous rendez compte au change que vous avez fait une augmentation et que ça n'a pas servi à grand-chose. Le résultat net de Sonatel fait 3 fois le chiffre d'affaires de toutes les compagnies d'assurance du Sénégal. Et dans ces conditions-là, une entreprise qui fait autant d'argent, près de 2,2 milliards de chiffre d'affaires par jour, ne peut pas se permettre d'augmenter n'importe comment les tarifs. Au Sénégal, force est de constater que le secteur des télécommunications est géré par des étrangers, ce qui pose un problème de sécurité nationale. Les opérateurs, ils sont soumis au droit sénégalais. C'est-à-dire que la loi sur les données à caractère personnel s'applique à ces opérateurs-là. Mais ce n'est pas la même chose lorsque vous faites intervenir un élément étranger qui, lui, par contre, est soumis à une autre loi. Comme par exemple, dans le cadre du contrôle des appels entrants, je pense que là, la sécurité nationale est carrément menacée. Les risques sont évidents. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut ne pas admettre dans le secteur les investissements étrangers. L'essentiel, c'est de se prémunir. L'État est interpellé. Les opérateurs de téléphonie ne peuvent plus continuer à se sucrer sur le dos des Sénégalais. L'État doit pouvoir savoir que c'est un secteur stratégique et qu'on ne peut pas le laisser comme ça à la merci des gens qui ne font que prendre l'argent et rentrer chez eux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État aussi comprenne que c'est un pourvoyeur d'emploi et que ça doit être le moteur même du développement. Avec cette hausse de 13 francs sur les appels internationaux entrants, la Sonatel gagne chaque fin du mois 650 millions de francs CFA. Pour l'instant, ni l'entreprise ni l'État ne se sont prononcés là-dessus. Nous restons avec la téléphonie mobile pour parler de la 4G. Selon Cheikh Tidiane Diong, l'État a raison de refuser les sommes proposées par les opérateurs pour obtenir l'autorisation d'exploiter la 4G, somme dérisoire comparée aux 143 milliards exigés pour son exploitation. Nous suivons Cheikh Tidiane Diong. Ici, il parle en tant qu'ancien directeur des études et de la réglementation des postes et des télécommunications. Il est toujours avec Fatima Taba et Djibi Diallo. Prenez la 3G. Lorsque la Sonatel a voulu faire la 3G, on ne sait même pas d'ailleurs combien la Sonatel a payé, mais on parle de 14 milliards. Mais c'est peu par rapport à ce qui s'est fait en Afrique. Je prends toujours le cas du Bénin,
Au Bénin, lorsque 2 des opérateurs ont voulu faire la 4G, chaque opérateur, que ce soit MTN ou Move, a déboursé 50 milliards de francs CFA. Vous voyez ce que le Sénégal a perdu. Or, le marché béninois en termes de valeur est 3 fois moins important que le marché sénégalais. Ça veut dire que cette 3G-là, l'État aurait dû réclamer un minimum de 100 milliards de francs CFA. Maintenant, on est sur la 4G. Mais cette 4G-là, vous savez, il faut faire un benchmarking. Moi, j'ai fait le benchmarking. Les 143 milliards que j'annonce, c'est sur la base d'éléments rationnels. Incendie au ministère de la Gouvernance locale, bilan, juste des dégâts matériaux, origine, un court-circuit selon les collaborateurs du ministre, une piste pas encore confirmée par les sapeurs-pompiers et la police qui était sur place. Une enquête est ouverte par Ndere Fall, Thierno Laurent Mendy était sur place. L'élément n'est pas encore disponible, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. L'homme fait signe que l'élément est en place. Des flammes ont ravagé le bureau du ministre de la Gouvernance locale, Maître Oumar Youm. Des pertes importantes sont enregistrées, mais la cause reste inconnue. Il y a assez de dégâts. Donc il y a l'armoire de rangement, un salon, un téléviseur et quelques documents qui ont pris feu, en même temps que quelques chaises qui étaient autour de la table de réunion. La cause, nous ne savons pas pour le moment. La police est actuellement en train de faire des investigations pour voir exactement réellement qu'est-ce qui a occasionné cet incendie. Donc très certainement, le commissaire vous donnera en tout cas les éléments. Pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement l'origine du feu. Le commissaire de police de Dieuppeul, présent sur les lieux, annonce l'ouverture d'une enquête. Nous avons été avisés de ce feu qui a eu lieu dans le ministère, qui est juste sur notre commissariat. Et bon, nous avons fait le déplacement juste pour faire le constat. Nous avons débuté notre enquête et à l'issue, vous serez tous informés de ce qui s'est passé. Avisés à 12h39, les sapeurs-pompiers ont accusé un retard déploré par le ministère. Les soldats du feu justifient. La caserne est actuellement à quelques mètres du ministère. Il se trouve à l'instant même, nous étions en service de sécurité au niveau du méridien président, où tout-même, moi je viens de là-bas, donc où les engins ont quitté le ministère, ensuite la compagnie de Malixi, donc pour venir très rapidement arrêter la propagation et éteindre le foyer. Dans un immeuble R+2 d'une vingtaine de bureaux, seul celui du ministre est parti en feu. Un incident que les collaborateurs du ministre n'arrivent pas à expliquer. Toutefois, ils pensent à un court-circuit. Pape Ndere, nous restons avec les accidents pour parler du gaz butane, très utile, mais aussi parfois à l'origine de bien des dégâts. N'ayant pas le choix, certains ménages rangent le produit dans les chambres pour le mettre à l'abri des voleurs, occultant le danger. Quelques responsables de famille prennent des dispositions pour ne pas courir de risque. Maïmouna Ndiaye Djibi Diallo. Dans une pièce exiguë, Bouya Fall y rangeait presque tous ses ustensiles de cuisine. Pendant 7 ans, elle a vécu ainsi. À l'époque, elle habitait une minuscule villa, les gaz butane sous son lit. Avant, je n'avais pas assez d'espace dans ma maison. La nuit, je rangeais mes 2 gaz sous mon lit, mais j'isolais l'encensoir, par prudence. Mais actuellement, j'ai une grande maison avec ma propre cuisine. Madame Fall rappelle de vieux souvenirs des vols de bonbonnes de gaz répétés. Plein de voleurs guettaient nos bonbonnes de gaz. En venant, ils se munissaient toujours de sacs à dos. Un jour, un voleur m'a chippé mon gaz butane et il m'a laissé juste le couscoussier. Vous voyez, ce n'est vraiment pas bien. Pour cette restauratrice, pas question de dormir à côté des gaz butane. Elle ne veut pas courir certains risques. J'ai 3 gaz. C'est ça que j'ai 3 gaz. La nuit, je laisse ici, je ferme bien avant de partir à la maison. Si tu ne fermes pas bien les gaz, c'est pas bon. Parce que le gaz, ça fait beaucoup de dégâts. Ça peut tuer quelqu'un, ça peut faire beaucoup de mauvaises choses. Tu achètes tes choses, tu déposes, le gaz peut gâter un coup. Donc si vous avez utilisé le gaz, fermez bien avant de partir. Expansion des habitations, étroitesse des pièces, sous-location, beaucoup de raisons évoquées. Certains ménages ne se doutent même pas des dangers qui les menacent. Maïmouna Ndiaye, alors comment éviter avec le gaz butane l'asphyxie par inhalation? Pour le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, il faut bien ranger gaz et encensoir et prévoir des appareils détecteurs de fumée de gaz. Il est pneumologue, nous l'écoutons avec Maïmouna Ndiaye Djibi Diallo. Ces substances peuvent entrer en compétition avec l'oxygène.
Je vous donne l'exemple par exemple du monoxyde de carbone, n'est-ce pas? C'est quand on brûle une substance organique, cette substance organique va rejeter ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. Et quand on respire le monoxyde de carbone, ça entraîne ce qu'on appelle une hypoxie. Et cette hypoxie peut avoir des conséquences, notamment au niveau cérébral surtout, ça peut entraîner un coma. Maintenant, dans les appartements, on a ce qu'on appelle des coins cuisine. N'est-ce pas? C'est des appartements avec salon et à côté, c'est ce qu'on appelle des cuisines américaines. Vous savez, il existe toujours des risques lorsqu'il y a des fuites de gaz. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des gaz en général qui sont inodores, on ne sent pas l'odeur, c'est pourquoi on met souvent des substances qui permettent à chaque fois de sentir en cas de fuite. Il existe maintenant des appareils détecteurs de fumée, des appareils détecteurs de gaz, n'est-ce pas, pour éviter ces intoxications qui peuvent avoir des conséquences graves. Mais en général, les gens ne l'utilisent pas. Commémoration des événements du 9 avril 1989, la coordination des organisations des réfugiés mauritaniens n'a pu rendre hommage aux 120 négros mauritaniens déportés vers le Sénégal et le Mali. Leur sitting n'a pu se tenir faute d'autorisation et leur coordonnateur a été arrêté. Leur porte-parole parle de manque de respect. Notre coordinateur Aldima Sissoko, depuis hier, a été convoqué à Rebeuss, puis ce matin à la gendarmerie de Foire. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, pour nous interdire vraiment cette manifestation qui devrait se résumer autour du souvenir vraiment des événements douloureux sanglants qui ont été survenus entre la Mauritanie et le Sénégal. On avait une déclaration à faire comme d'habitude pour les 9 avril, des déclarations rappelant l'opinion nationale et internationale qu'il y avait vraiment de ces violations. Le gouvernement du Sénégal ne veut pas qu'on se souvienne vraiment de ces violations massives qui ont été en 89 entre les deux populations qui sont unies de par l'histoire. Nous, avant de rentrer, on va faire toute la presse nationale et internationale aujourd'hui et voir quelles perspectives apporter à une riposte. Hors de Dakar, les populations de Katoté dans la région de Matam ont manifesté pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie. L'accès à l'eau potable, un véritable casse-tête en plus de l'absence de soins de santé. Katoté et Sémou, jeunes et femmes de la localité, se sont rassemblés chez le chef de village encadré par des notables, compte rendu à Libandelnian. askan wi yeewu ci dëkk bi di Katoté ab doxub ñaxtu lañu amal dañoo wàcc ci mbedd yi ndaw ñeeg jigéen ñi ci njàppandalu kilifa dëkk ba ngir ñaawlu anam bi seen dëkk ba nekkee mu safaanoo lool ak diggé yi ñu leen yàgg def laata saxatub 2012. Toutes nos excuses pour cet élément wolof. Pointe Keur Koli, 3 femmes de ce village accouchent dans la mare en tentant de se rendre au poste de santé de Pointe-Sarène. Le village, souvent piégé par les eaux, se transforme en une île. Pendant la saison des pluies ou de période de marée haute, toutes les voies d'accès se retrouvent bloquées. Les populations piégées ne pouvant ni aller ni venir. Cette situation a déjà causé beaucoup de dégâts. Abdou Diouf Junior. 3 femmes enceintes tentaient de se rendre à l'hôpital. Elles ont fini par accoucher dans cette mare. Quelques années plus tard, Marie, l'une d'elles, aujourd'hui en état de grossesse. Elle frissonne à l'idée de revivre cette angoisse, tout comme ses voisins. Les gens les tiennent par deux pour les aider à traverser, mais avant d'atteindre l'autre rive, on assiste à des catastrophes. 3 femmes ont accouché dans la mare. Aucune charrette ni de voiture ne peut la traverser. On veut ici une case de santé et un pont. C'est une situation à la limite insolite. Le hameau de Pointe Keur Koli peut se transformer en une île à tout instant. Si la marée est haute, l'eau nous encercle en période de saison sèche. Pendant l'hivernage, l'eau y est présente 6 mois durant. Ces habitants, souvent piégés sur cette bande de terre entourée de bras de mer, ils demandent la construction d'une route et d'un pont pour désenclaver ce village. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Pendant l'hivernage, il n'est pas possible d'aller et de revenir. Il est situé à quelques dizaines de mètres de Pointe-Sarène. Des centaines d'étrangers viennent de partout chaque année, dans des conditions difficiles, pour solliciter des prières. Ce village est tout simplement mythique.
Abdou Diouf, maintenant à Linguère, le général de division Mamadou Gueye Faye, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, se dit prêt à lutter contre le vol de bétail qui plombe la principale activité économique de la zone et la consommation de l'alcool, communément appelé boule falée, qui fait énormément de dégâts sur le plan sanitaire et aussi social. Il a tenu ses propos lors de l'inauguration de la brigade de gendarmerie d'Ayang. Nous l'écoutons avec Maudou Mbaye. Là, au milieu de la zone sylvopastorale, une brigade de gendarmerie pour renforcer les capacités à lutter contre le phénomène du vol de bétail. C'est un souci permanent du président. Il ne cesse de nous le rappeler. Le vol de bétail est un fléau économique qu'il faut combattre. On a noté ici aussi dans cette zone qui s'étend pratiquement de Dara à Matam, à Ourossogui, un phénomène appelé boule falée, qui consiste pour les jeunes à consommer du parfum et à s'enivrer avec. C'est un phénomène qu'on a noté et je crois que le commandant Légion a un vaste programme pour mener une lutte farouche contre ce phénomène. La semaine de la jeunesse, un grand rassemblement pour les jeunes du pays, moment d'échange et de partage. Cette édition qui s'est tenue à Dakar a permis à des jeunes de l'intérieur du pays de partager leur expérience personnelle, professionnelle, de visiter des institutions telles que le Palais et l'Assemblée nationale. Avis, impression avec Pape Cheikh Diack. On a eu l'occasion de voir des gens qui sont venus de Thiès, de Matam et dans toutes les régions du Sénégal. Et ce qui est plus important à cela, c'est qu'il y aura une grande intégration et chacun va donner... c'est une forme de formation entre nous, parce que de partage, d'interaction entre nous. Il y a les éclaireurs, les scouts et la Croix-Rouge. C'est une famille, il y a une cohésion sociale entre nous et l'amitié aussi. On a fait des visites. Des visites des instances nationales. On a fait l'Olympiade, le relais foulard, les obstacles et beaucoup de choses aussi. On a fait. Toutes nos excuses pour la page des sports. Nous passons à l'invité du jour. Je vous l'annonçais dans les titres. Il s'agit de Souleymane Jules Diop, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Diop, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation du groupe Futur Média. Vous êtes le secrétaire général chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et ces derniers temps, l'actualité, c'est aussi cette hausse sur les tarifs des appels entrants. Encore un poids pour les Sénégalais de l'extérieur? Nous espérons que non. Nous espérons que la situation va revenir à la normale. Toutes ces questions sont codées, codifiées et régies. Et naturellement, sous le contrôle d'une structure qui s'occupe justement de la régulation du secteur des télécommunications. Et naturellement, elle a son mot à dire pour ce qui concerne ces hausses. Et en tout cas, pour l'État du Sénégal, il n'est pas question de laisser l'anarchie prévaloir. Et sur cette question, nous restons fermes. Évidemment, il y a une couche de la population qui est particulièrement touchée si cette mesure advenait. Encore une fois, il n'est pas question, il n'a jamais été question de toute façon pour l'État du Sénégal de laisser passer une telle chose. Encore une fois, l'agence qui s'occupe justement de la régulation de ce secteur a son mot à dire. Et c'est cela la position de l'État. Donc vous rassurez en quelque sorte les Sénégalais de l'extérieur, tout se fera dans les règles de l'art. Que l'État du Sénégal est à leur côté et que de toutes les façons, cette hausse n'a pas à avoir lieu. D'accord. Maintenant, bon, parlons de l'autre actualité concernant les Sénégalais de l'extérieur. C'est ce drame, les 3 jeunes femmes sénégalaises décédées au Maroc. Les derniers développements, comment est-ce que ça se passe? Naturellement, en ces moments difficiles, je transmets aux familles des personnes disparues, décédées, les condoléances de l'État, du chef de l'État, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement.
Des condoléances qui vont aussi à leurs proches, mais aussi aux Sénégalais de la diaspora, aux Sénégalais du Maroc, de Casablanca, que je connais. C'est un pays que j'ai visité 3 fois depuis que j'ai pris fonction. Et naturellement, nous souffrons et nous partageons la douleur des familles. Hier, j'ai reçu le père de l'une d'elles. Cet après-midi encore, j'ai parlé au père et à la mère des sœurs gays. Des parents sûrement effondrés. Naturellement, mais j'ai pu constater, j'ai pu m'apercevoir du degré de foi et de résilience de ces personnes face à cette épreuve qui est une épreuve difficile pour nous tous, y compris pour le chef de l'État, puisque vous savez que nous étions d'une certaine manière en contact avec ces dames. Elles étaient plus de 1000 femmes du Maroc à avoir décidé de soutenir le président de la République dans le cadre du programme du plan Sénégal émergent pour le soutenir dans son action justement pour le développement du Sénégal. Et elle travaille dans un secteur notamment qui est un secteur de pointe dans lequel le Maroc a fait d'excellents résultats, un secteur qui emploie près de 200 000 personnes, qui est le secteur des téléservices. Alors, les dernières informations concernant l'enquête, ça avance, vous êtes rassurés? Parce que pour beaucoup, il y a des zones d'ombre. Pour beaucoup, certains pensent qu'il y a des zones d'ombre. Il faut savoir raison garder en pareilles circonstances. Le Maroc est un pays ami et je garde en mémoire les propos qui ont été ceux du roi Hassan II quand il a reçu la visite de l'ancien ministre Moustapha Niasse, de l'ancien conseiller diplomatique du président Diouf, M. Amadou Diop, et du général Doudou Diop, qui sont allés le voir porteur d'un message du président Abdou Diouf, le président Hassan II, qui leur a dit « Mon père, avant de partir, sur son lit, m'a demandé de veiller sur le Sénégal. » L'association des Sénégalais du Maroc est la seule association parrainée par le roi du Maroc lui-même. Il est vrai qu'il y a des difficultés, naturellement. Nous sommes plus de 50 000 Sénégalais au Maroc. Considérez que dans le seul secteur des téléservices, donc des centres d'appel, 10 000 Sénégalais travaillent. Et cela leur permet d'entretenir une population sociale qui avoisine les 100 000 Sénégalais ici au Sénégal. Et donc, il faut se souvenir de tout ce qui a été fait. Le Maroc a fait beaucoup d'efforts en direction du Sénégal, des travailleurs sénégalais en matière de régularisation, notamment. La dernière vague de régularisation a concerné 116 pays, mais 20% des régularisations concernaient le seul Sénégal. Nous avons avec ce pays d'excellentes relations et il faut que la confiance prévale. Quand j'ai été voir le ministre de l'Intérieur concernant un autre cas de décès, malheureux aussi, dans ce pays, les propos qu'il a tenus concernant notre pays et nous concernant ont été des propos touchants. Et demain, notre consul à Casablanca doit rencontrer le procureur de la République. Quand la police s'est rendue dans l'appartement des jeunes dames, elle s'y est rendue avec un médecin légiste. Et aujourd'hui, la police scientifique s'est rendue sur les lieux pour justement inspecter la conduite et la canalisation de gaz pour voir ce qui a pu se passer. Naturellement, il y a des premières conclusions, mais il ne faut pas se hâter. Il faut attendre la conclusion définitive. Quelles sont ces premières conclusions, si c'est possible ? C'est qu'il pourrait malheureusement s'agir, puisque ça s'est passé dans la cuisine, il pourrait s'agir, je dis bien il pourrait s'agir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Vous savez que ça tue beaucoup de gens dans des pays comme la France. C'est le premier cas de décès pour ce qui concerne les intoxications. Et il y a eu justement un chauffage au gaz et il pourrait s'agir d'une intoxication. Mais encore une fois, il ne faut pas se hâter dans les conclusions. C'est ce qu'en tout cas le médecin légiste, c'est le premier constat que le médecin légiste qui s'est rendu dans l'appartement a fait. Et là, je voudrais souligner, encore une fois, la solidarité des Marocains, des voisins marocains qui étaient en pleurs, qui sont venus pour témoigner. Il y a une dame particulièrement qui a beaucoup pleuré, qui a fait un témoignage sur Adja Gueye, et qui a justement fait savoir que quand sa fille ne se comportait pas bien, c'est cette dame qu'elle appelait. C'est vous dire encore une fois, malgré les difficultés... Est-ce que vous pouvez rassurer les Sénégalais que la lumière sera faite, toute la lumière sera faite? Mais absolument, nous veillons à cela. Vous savez que dès les premières heures, quand nous avons appris la nouvelle, le président de la République m'a instruit immédiatement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller sur la famille
aider la famille, soutenir la famille, mais faire tout le nécessaire en collaboration avec nos représentants diplomatiques et consulaires qui sont au Maroc. Et de ce point de vue, je voudrais rassurer les Sénégalais que tout ce qui est à faire, nous allons veiller à ce que ce soit fait dans la confiance, dans la solidarité, mais aussi dans la collaboration et la coopération avec nos frères et partenaires. Mais ce qui ne rassure marocains. peut-être pas les Sénégalais, c'est parce qu'avant ces jeunes femmes sénégalaises, il y a aussi eu d'autres cas, d'autres Sénégalais qui ont été tués. Il y a eu des condamnations, il y a eu des indignations, il y a eu des rapatriements. Mais après, les affaires sont rangées. J'étais à Genève à l'invitation du Maroc, de l'État marocain, pour présenter l'exemple du Sénégal en matière de gestion justement de notre diaspora. Et je peux vous dire que les critiques les plus sévères, ces enfants, les critiques les plus sévères sur la politique marocaine en matière de gestion des étrangers, les critiques les plus sévères sont venues des Marocains eux-mêmes et des responsables syndicaux marocains et des responsables des droits de l'homme marocains. Quand nous avons eu ce problème, le problème avec notre compatriote tué au Maroc il y a quelques mois, le comité des droits de l'homme du Maroc... Vous voulez parler de l'affaire Charles Ndour? Ils sont venus jusqu'ici et nous suivons le dossier. Et naturellement, cela ne peut se faire que dans le cadre d'une relation de confiance avec les Marocains, en n'oubliant pas la place que nous occupons, nous, dans le cœur des Marocains. Et j'ai beaucoup apprécié que l'ambassadeur du Maroc m'ait appelé dès les premières heures pour me présenter les condoléances du peuple du Maroc, du roi du Maroc, qui sont présentées au peuple sénégalais aussi et au président de la République. Donc, maintenant, il faut nous faire confiance. Par le temps. Il faut nous faire confiance. Je veux rassurer les Sénégalais. Nous les protégeons, nous continuons à les protéger et nous serons à leur côté à chaque fois qu'ils auront des problèmes, mais toujours dans la gestion des Sénégalais de l'extérieur, être toujours présent, être toujours à côté d'eux. C'est ce qui nous a été demandé. C'est cela ma mission, ma première mission, c'est la protection des Sénégalais de l'extérieur. C'est ma première mission et j'y veille et c'est ce que me demande le chef de l'État encore une fois. Monsieur Diop, désolé, nous sommes rattrapés par le temps. Il y a certes d'autres questions qui sont là, malheureusement. C'est fini pour ce soir. Juste suivre le dossier santé réalisé ce soir par Mame Birame Diouf. Une habitude alimentaire cause de nombreux problèmes de santé. Manger à tout moment, parfois des aliments dont le mélange est déconseillé. Il en résulte souvent une indigestion ou une intoxication alimentaire. Et les intoxications alimentaires, ça survient toujours de façon brusque. De certaines façons, on ne peut pas, par exemple, manger des fruits avant de prendre le repas principal. Donc, cette façon dont on mange, je pense que ça doit être maintenu. Ça permet tout simplement d'être à l'aise et de ne pas avoir justement de problèmes d'indigestion qui sont en fait des problèmes transitoires, mais qui sont tout simplement liés à la façon dont on mange. Les personnes qui s'adonnent à ce type de consommation le font souvent par... Je pense que ce n'est pas ignorance quelquefois. L'objet, c'est d'arriver aussi à sensibiliser au maximum les populations. Ainsi, s'ils sont tenaillés par un malaise, certaines personnes n'hésitent pas à acheter des plantes médicinales. Ce lieu est un point de chute, ce que confirment certains vendeurs trouvés ici, mais loin de la caméra. Mais attention. Se soigner avec n'importe quelle plante médicinale, c'est trop risqué. Moi, je fais tout pour l'éviter. Des gens meurent souvent parce qu'ils ont acheté des médicaments dans la rue. J'évite les plantes médicinales. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que je n'y crois pas, mais c'est surtout à cause de la dose. Généralement, la dose n'y est pas toujours et ça donne plutôt des maux de ventre. Pour être tranquille et se libérer de tout maux, mieux vaut donc aller se faire consulter parce que cette façon de consommer les aliments peut engendrer... Manger mal peut entraîner par exemple un surexcès de poids. Et on sait que l'obésité est un facteur qui peut entraîner justement l'hypertension artérielle ou bien le diabète. Manger mal, c'est également consommer des aliments qui ne sont pas bien conservés. La réponse également de notre spécialiste sur certaines idées un peu répandues, par exemple éviter de manger un anacarde pour ensuite boire du lait. Ça, boire du lait et manger par exemple des poissons, tout ça, ce sont des connaissances qui sont encore empiriques. Et aussi, l'objectif du Comité national du Codex Alimentarius, c'est aussi de mettre en place un dispositif national d'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à savoir quels sont les dangers par rapport aux aliments que nous consommons. Pendant ou en dehors des repas, mangeons bien.
Mame Birame Diouf qui signe le dossier de ce jour. Merci, c'est fini pour ce soir. Merci à vous, monsieur Diop. Merci d'avoir répondu à l'invitation du groupe Futur Média. Nous partons pour ce soir, mais Chérif reste pour permanence. Bonsoir. Mais vous revenez demain pour boucler la semaine, Astou Bachir. Merci beaucoup. Espérons. Bonne soirée. Au revoir.